petit peu donc avec cette assemblée générale donc qui ponctue nos lundis, hein, on y est avec vous et c'est un grand plaisir donc pour notre petite équipe de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a eu donc une suspension des assemblées du 17 octobre au 1er novembre. Elle prend fin aujourd'hui. Attention au changement d'heure à Genève, donc en Suisse, le centre du monde pour la Fondation Apprendre Genève. Nous avons changé d'heure, donc nous avons nos coucous suisses ont été changés et on vous demande bien sûr de suivre. On vous a envoyé d'ailleurs un courriel ce matin à cet effet. Donc c'est avec grand plaisir pour vous retrouver. Puisqu'on s'apprête à lancer donc ce deuxième exercice de revue par les pairs, de l'hésitation à l'acceptation face au vaccin. Donc on va vous donner toutes les informations là-dessus, comment vous y préparer. On commence le 9 et surtout ce qui est remarquable, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plus de 1700 nouveaux scolaires qui nous rejoignent pour cet exercice 2. Donc vous allez avoir un rôle capital et c'est pourquoi on a voulu réserver vraiment cette séance aujourd'hui aux seuls scolaires qui ont terminé l'exercice 1 ou qui nous ont suivis et accompagnés, même s'ils n'avaient pas pu terminer l'exercice, mais qui sont avec nous. Donc par contre, on va commencer par l'accélérateur dont Charlotte m'a dit ce matin, il faut qu'on rappelle les 4 piliers. Donc je suis tout à fait d'accord, vous vous êtes engagé, vous avez pris ce serment, donc c'était un engagement moral au-delà de votre engagement professionnel pour faire la différence, pour prendre les plans d'action que vous aviez développés au mois d'août et pour commencer à bouger, faire des choses avec. Et non seulement faire des choses, ce que vous faites, c'est voilà ce qui fait probablement partie de votre travail, du travail du PEF de votre pays, mais aussi partager et mesurer cette progression afin de mobiliser. Donc nous arrivons à la fin d'un cycle qui s'était terminé, qui s'était amorcé le 27 juillet. Et vous voyez, on a été très vite en produisant une quantité impressionnante de données, en partageant une quantité impressionnante d'expériences. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons, depuis le 16 octobre, en fait, nous avons terminé l'accélérateur d'impact. Donc de nouveau, le rappel, vous voyez ici, il y avait 362 francophones de 19 pays certifiés pour l'exercice 1. Et vous allez voir, la bonne nouvelle, on est toujours à 19 pays. Et donc, à peu près 4 sur 5 s'étaient engagés dans l'accélérateur donc pour la rampe de lancement. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a 244 francophones qui ont rempli les critères de certification. Je vais revenir sur exactement ce qu'on certifie. Vous voyez ici donc le classement par pays pour vous indiquer. Vous pouvez bien sûr retrouver votre pays et déterminer où vous vous situez. Je tiens à saluer particulièrement la Tunisie et la Mauritanie, dont les scolaires qui ont terminé représentent à eux seuls leur pays au sein de la rampe de lancement et donc de l'accélérateur d'impact pour cette fois-ci. Alors si vous ne voyez pas mon écran, cher Jean-Paul Canda, je pense que malheureusement c'est un problème de bande passante chez vous. Je sais que vous en souffrez, vous n'êtes pas seul hein, et on est de tout cœur avec vous. Il faudra regarder l'écran. Je vais vous dire qu'il y a 61 scolaires de la République démocratique du Congo qui se sont donc qualifiés, qui ont rempli les critères de certification. Attention, sur ce qu'on certifie, on ne certifie pas, donc on certifie la participation et la progression. On ne certifie pas si vous avez terminé ou pas votre projet. Néanmoins, ce que vous avez devant vous, on va l'interpréter ensemble. On s'est posé là, donc on sait bien, hein, en un mois, la plupart d'entre vous ont dit, quand on vous avait posé la question, il me faut environ 3 mois pour prendre mon plan d'action que j'ai terminé le 4 septembre et pour terminer sa mise en œuvre. Donc là, on est parti sur un cycle court de 4 semaines et on vous a posé la question, donc 3 fois de suite, comme vous le savez. On vous a demandé, est-ce que vous avez commencé, pas commencé, ou est-ce que vous avez terminé votre projet? Alors, tout en bas, ici, il y a le T0. Et le T0 donc correspond au 21 ou 22 septembre. Et là, vous voyez que 44% d'entre vous avaient terminé votre plan d'action, mais n'avaient pas encore commencé à agir pour sa mise en œuvre. 52%, donc quand même plus de la moitié,
2 semaines après l'avoir terminé, était déjà dans l'action et il y a quand même presque 1 sur 20 qui avait déjà terminé. Donc à 2 ou 3 semaines, puisqu'on a mis un peu plus de temps du côté de notre équipe pour sortir le premier rapport individuel d'accélération, vous voyez que en l'espace d'une quinzaine de jours, on est passé de 52 à 73% qui avaient commencé à agir. Alors on ne sait pas, évidemment, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses et c'est de l'auto-rapportage. Mais en tout cas, les personnes qui ont rapporté cela estimaient qu'elles avaient commencé à faire quelque chose. Et là, on est presque maintenant à un peu plus de 1 sur 10 qui disent moi j'ai déjà terminé. En quelques semaines, ce que je voulais faire dans mon plan d'action, ça y est, c'est fait. C'est terminé. Et enfin, à 4 semaines, donc vous voyez que là, vous êtes un tiers presque à avoir terminé à la mise en œuvre de votre plan d'action et il ne reste plus que 7% parmi vous qui ont quand même fait l'effort de rapporter vos résultats et qui n'ont pas pu commencer, souvent pour des contraintes de situation où vous aviez envisagé de faire quelque chose et soit ça collait pas, soit vous n'aviez pas les moyens. Enfin, il y a toutes sortes de raisons de cette sorte-là. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, on voit qu'en fait, en l'espace de quelques semaines, on peut produire du changement. Alors, on ne l'a pas encore fait, mais on va avoir un groupe contrôle. Les personnes qui n'ont pas participé à l'accélérateur d'impact, on va retourner vers elles et leur poser les mêmes questions. Et vous allez voir que ces personnes qui n'ont pas participé à l'accélérateur, on pourra comparer leur progression avec la vôtre. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Et on a d'ores et déjà un point de comparaison qui date de l'avant-Covid. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact de juillet 2019. Attention, là, c'est un point de comparaison. On n'est plus donc sur la rampe de lancement à laquelle vous avez directement participé cette année en octobre 2020. On est sur la rampe de lancement de juillet 2019. Et vous allez voir ici que sur 6 mois, on a T0, donc juillet 2019, début juillet 2019. On a à 3 semaines et on a à 6 mois. Et à 6 mois, vous voyez qu'il y avait 1 personne sur 8 qui déclarait avoir terminé la mise en œuvre de son projet, alors que là, sur la progression, dans un contexte très différent, pendant la pandémie, des projets axés sur la riposte au Covid et au maintien des services de vaccination comme partie intégrante de cette riposte, vous voyez qu'on est déjà, après 4 semaines, à 30% des participants qui déclarent avoir terminé la mise en œuvre de leur projet. Alors, c'est difficile d'aller plus loin dans la comparaison puisque en juillet 2019, les participants de la rampe de lancement avaient déclaré qu'en moyenne, ils estimaient avoir besoin de 12 à 18 mois pour mettre en œuvre leur projet. C'était un projet SBMVS, un projet sur la couverture vaccinale ou un autre projet. Et ici, pour la rampe de lancement du réseau Covid-19, la moyenne, vous avez déclaré vous estimez avoir besoin d'à peu près 3 mois pour terminer votre projet. Donc voilà une base de comparaison. J'espère, je regarde s'il y a des questions en rapport avec ceci. Alors, les scolaires qui n'ont pas pu continuer, sont les bienvenus pour l'exercice 2, bien sûr. Et donc, j'ai dit que nous avons un groupe contrôle. Et lorsque nous avons utilisé cette approche donc avec un groupe contrôle, vous voyez ici, donc ça, de nouveau, c'est en rapport avec l'accélérateur qui a démarré en juillet 2019. En janvier 2020, donc 6 mois plus tard, on est retourné demander aux personnes qui avaient participé à l'accélérateur, mais aussi aux personnes qui n'avaient pas participé à l'accélérateur. Et vous voyez ici qu'en fait, chez les personnes qui n'ont pas participé à l'accélérateur en rouge, elles sont 44% à n'avoir rien fait pour la mise en œuvre de leur projet, alors qu'il ne reste plus que 5% des participants à la rampe de lancement qui, eux, n'avaient pas bougé par rapport à leur mise en œuvre. Donc, vous voyez déjà une différence importante à ce niveau-là, et d'ici quelques semaines, on aura cette base de comparaison avec ce groupe contrôle. Bien sûr, ce n'est pas parfait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on peut toujours... les gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas en accord avec cette approche trouveront plein de choses à nous redire, mais il n'empêche, les faits sont
sont têtus et ils sont là. On aura donc, et on aura d'ici 1 ou 2 semaines, les informations donc pour vous comparer votre performance au sein de ce système avec la performance des personnes qui eux aussi avaient développé un projet mais qui n'ont pas souhaité s'engager dans la rampe de lancement pour voir si tout cela sert à quelque chose. En tout cas pour ceux de juillet 2020, c'était d'ores et déjà le cas. Voilà, alors maintenant on passe donc à la pièce de résistance. Donc, il s'agit donc des tableaux de certification pour la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Je vais m'arrêter là et puis je vais demander à... Donc, on a 3 membres du... 3 ou 4 Oui, 3 membres du Conseil consultatif international donc de la Fondation Apprendre. Et je suis ravi de voir notre ami le docteur David Kofi, le docteur François Gass, le docteur Franck Hilaire-Bété. Messieurs, je vais vous demander si vous voulez bien commenter ces premiers résultats. Si vous avez un premier commentaire à faire, sinon, je vais peut-être... Oh. N'hésitez pas, vous pouvez bien sûr activer vos micros. Voilà. Alors, je vais demander à David Kofi d'activer le sien. Ok, on va faire la même chose avec Franck Hilaire-Bété. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Pour le moment, je n'ai pas de commentaire particulier. Je vais donc suivre la réunion. Peut-être après, j'aurai des commentaires à faire. Mais toujours, mon commentaire habituel, c'est vraiment que les participants doivent savoir qu'ils sont dans une entreprise assez sérieuse et que tout ce qu'ils font, c'est connu aujourd'hui du monde entier. Moi-même, j'ai créé un cours à partir de ce qui est fait. Et je peux vous dire que si vous suivez tout ce qui se passe, ce n'est pas seulement des compétences dans votre travail de tous les jours que vous allez acquérir, mais vous pouvez acquérir aussi des compétences dans votre capacité à mettre en œuvre, à créer des cours en fonction de ce que vous avez fait et vu dans les cours qui vous sont proposés par Apprendre de Genève. Donc, Apprendre de Genève, c'est aussi apprendre à apprendre. Merci beaucoup. Merci. David. Ok, alors on a donc 488 personnes qui obtiennent la certification pour la rampe de lancement. De nouveau, je précise ce qui est certifié. Ce n'est non pas si on a implémenté ou pas son projet, ce n'est pas la qualité de son plan d'action, c'est le fait d'avoir participé au processus. Donc d'avoir, en clair, rempli le questionnaire de qualification et les 2 rapports individuels d'accélération. Donc la certification ne dit rien concernant la qualité de ce que vous avez réalisé, la qualité de votre travail, la pertinence de votre plan d'action, et ainsi de suite. On certifie uniquement ce qu'on est en mesure de certifier, à savoir donc la participation au processus. Donc il y a comme 244 francophones, c'est vraiment, le chiffre est exact, 244 anglophones et 244 francophones. Vous voyez ici, alors cette fois-ci j'ai mis les pays donc par nombre de participants qui obtiennent la certification. Donc vous voyez bien sûr la grandeur n'est pas dans la taille géographique du pays et vous voyez donc aussi honneur au pays où il y a un tout petit nombre de personnes qui participent. Quand on est épaulé par son groupe pays, c'est une configuration différente. Donc on ne va pas lire les noms de tous les certifiés. Il ne s'agit pas d'un cours, mais de la participation à la rampe de lancement. Mais vous trouverez, Alain Blestatsinku partagera sur le groupe Telegram donc la liste des certifiés par pays. Vous voyez ici le Bénin. Donc si vous n'avez pas le temps de repérer si votre nom est là, par exemple si vous êtes du Burkina Faso, n'ayez crainte, on va vous transmettre donc la fiche complète et vous allez recevoir votre certificat. Cette semaine, là, on est pressé puisque lundi, on démarre donc sur l'hésitation face au vaccin. Donc la liste des certifiés pour le Burkina Faso, le Burundi, mes excuses pour la liste, voilà, donc les francophones du Cameroun, et je sais, je bloque si votre nom termine, les francophones de Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée,
Haïti, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo. Voilà donc les certifiés pour la rampe de lancement. On a beaucoup de questions pour vous et on a hâte. Donc, je vais vous demander de partager votre expérience d'abord au team leader et au point focal Covid-19 et ensuite donc aux personnes qui ont participé, qui ont réussi la rampe de lancement, qui nous racontent comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils en ont tiré, où est-ce qu'ils en sont dans leur projet. On va venir à ces questions, mais tout d'abord quand même un peu d'applaudissements. Je vous demande donc d'applaudir chaleureusement l'ensemble des pays et des participants. Voilà, on tient vraiment à rendre hommage et rendre honneur. Bien sûr, on certifie la participation à un processus, mais on sait aussi que sur le terrain, des choses se passent vraiment. On ne fait pas des processus comme une fin en soi. Et donc, félicitations sont à l'ordre du jour. Je vais demander à François Gasse de rappeler quel est l'enjeu de cette rampe de lancement, pourquoi on ne peut pas s'arrêter au plan d'action et pourquoi à la fin de la journée, au bout du compte, qu'est-ce qui compte sur quand on veut agir pour changer les choses face à cette pandémie. François Gasse, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter votre commentaire? Oui, Reda, merci et bonjour à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Moi, je voudrais dire que, bon, finalement, on est dans un contexte où il y a des choses à faire. On sait que le PEV a réussi à réduire le nombre de morts dues à des maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Et le Covid est arrivé au milieu avec tous les problèmes et les causes des problèmes qu'on a vécu pendant cette période-là. Maintenant, il y a eu une pression à la fois internationale, une pression locale, nationale, développement de plans et de plans de continuité pour essayer de maintenir la vaccination. Et vous avez fait face à une problématique et à tous les niveaux, face à la reprise du PEV ou à l'amélioration, vu la chute d'un certain nombre de doses administrées, d'hésitation des maires, d'hésitation du personnel de santé dans l'offre de services, pour toutes les raisons qu'on connaît. Maintenant, quand on a un plan, moi je pense qu'avec dans les 30 ans que j'ai fait le PEV, j'ai vu beaucoup de plans parfaits qui malheureusement n'ont jamais été mis en œuvre pour toutes sortes de problèmes et toutes sortes de contextes locaux. Ici, on a peut-être une opportunité unique, c'est tout le monde est derrière cette reprise de la vaccination. Et donc ça, c'est un avantage, mais ça va au-delà d'un plan à un niveau national, ça va au-delà de la mise en œuvre d'activités à votre niveau. Comme on dit, penser globalement et agir localement. Si tout le monde agit localement, on aura des progrès dans le pays et globalement pour cette reprise de vaccination. Et je pense que tous ceux qui se sont engagés sont venus avec leur plan rajouter un élément supplémentaire au plan national, c'est comment mettre en œuvre les directives du niveau national à leur niveau, selon leurs compétences et selon le contexte local. Et je pense que ce qui a été fait va dans la bonne direction. Et je pense que l'étape suivante, être sûr que les choses sont mises en place et qu'on mesure si on a les résultats qu'on avait escomptés. Quand vous avez tous présenté des objectifs à atteindre, mais ces objectifs ne seront atteints que si les actions se mettent en place. Peut-être ces actions n'auront pas toujours les résultats, mais ils auraient contribué à un résultat que tout le monde souhaite à votre niveau national, à votre niveau de district et au niveau de votre centre de santé. Donc, la mise en œuvre de vos projets est beaucoup plus importante que la planification.
planification, on fait au mieux, mais la mise en œuvre va révéler d'autres problèmes du contexte qui rendent le contexte est très différent d'un endroit à l'autre, d'un centre de santé à l'autre, d'un district à l'autre, mais c'est votre projet en tenant compte du contexte que vous mettez en œuvre. Donc, il va falloir très bien mesurer que les actions soient mises en place et que les actions ont un début de résultat escompté. Et ça, ce suivi est très, très important si on veut avoir des résultats. S'il n'y a pas de suivi sur la mise en œuvre, l'exécution des activités que vous avez planifiées et les résultats de la performance de ces activités, on sera dans le vague, on ne saura pas si votre projet a été vraiment utile. Donc, pour que ça marche, il faut suivre, il faut surveiller que les activités que vous avez décidé de faire, vous avez développé des sous-activités pour être sûr que votre idée marche, que ces sous-activités marchent, et que vous avez les résultats en suivant de très près quelques indicateurs, pas des milliers d'indicateurs, et que vous pouvez rapporter à tout le monde, mon projet a marché, parce que regardez les résultats, j'avais mis quelques indicateurs à suivre, et voilà. Ou alors, j'ai exécuté mes activités, mais ça n'a pas donné le résultat escompté pour X, Y ou Z raison qui va dépendre d'un endroit à l'autre. Donc, bonne chance pour la poursuite de votre projet, pour l'exécution de projet, et on espère tous des résultats que vous pourrez partager. Merci. Merci François Gasse. Et je rappelle, donc, comme on l'avait expliqué concernant l'accélérateur d'impact, la rampe de lancement, c'est 4 semaines, mais l'accélérateur d'impact, vous avez pris un serment pour aller vers l'impact. Donc, ce serment, il est toujours en vigueur. Et on reviendra vers vous. Vous nous avez dit qu'en 3 mois, vous pensez terminer votre projet, vous mettre en œuvre votre plan d'action. Eh bien, dans à peu près 1 mois et demi, donc fin décembre ou début janvier, on va revenir vers vous et vous poser les mêmes questions. Et là, le serment sera toujours en vigueur. Donc, votre engagement, c'est aussi de continuer à rapporter votre progression, qu'elle soit bonne, mauvaise, voilà, que les choses aient bougé ou pas, que vous soyez bloqué ou pas, eh bien, on vous reposera la question. C'est ainsi qu'on a pu suivre la cohorte donc, de juillet 2019. Donc, je tiens à reconnaître, donc, il y a des très bons commentaires hein, dans le chat. Je souligne celui de Sekouba. Félicitations. L'objectif n'est pas obtenir seulement les certificats, mais de produire des résultats. Les attentes restent énormes et l'humanité continue de souffrir. Engageons-nous davantage afin qu'elle retrouve son beau sourire. Le meilleur des certificats reste le maintien d'une couverture vaccinale idéale. Ensemble, nous y parviendrons main dans la main. Bravo tout le monde. Voilà, de très beaux commentaires. Donc, pour conclure cette étape, mais c'est une conclusion d'étape et c'est le début donc de la prochaine partie des festivités du réseau Covid-19 où là, on va se prendre à bras le corps l'hésitation face au vaccin. Avant de passer à cette deuxième partie de l'Assemblée générale, donc on a tenu aujourd'hui à tenir un peu une séance plus intime puisque plus de 1700 scolaires vont rejoindre le réseau à partir de lundi. Vous les avez vus arriver sur le groupe Telegram. Ils sont nombreux, ils sont pleins d'enthousiasme, mais nous savons que c'est un marathon que nous courons et c'est ce marathon. Et on voulait faire le point avec vous parce qu'on reconnaît et surtout on respecte votre engagement au sein qui est la force motrice hein, du réseau Covid-19. Donc, j'ai plusieurs personnes qui ont d'ores et déjà levé la main. Ces questions s'adressent aux team leaders et points focaux. Si vous n'êtes pas team leader ou point focal, eh bien, je vais vous demander de raconter qu'est-ce que vous allez faire maintenant après cette rampe de lancement avec votre projet, avec votre plan d'action. On va commencer par Lassane Ouedraogo. C'est à vous. Ok, donc Lassane Ouedraogo, son micro ne marche pas. On va se tourner donc vers Aya Philomène Yao, à qui je demande donc d'activer son micro. Je sais qu'il y a des soucis. Ok, sinon on va aller vers Sekouba. Est-ce qu'on l'a entendu? Alors, on va continuer. Voilà, sinon, donc, d'autres volontaires, les team leaders qui sont présents dans la salle, et il y en a un certain nombre dans le panel. Et Hortense Makonga, on vous écoute. Okay, bonjour à tous. Comme Reda venait de le dire, moi c'est Hortense Makonga. J'ai été élue, il n'y a pas longtemps, ça fait 1 semaine que je suis point focal de la RDC. Alors, par rapport à la première question, jusque-là, je n'ai pas encore rencontré le directeur PEV national, à moins de notre province. Oui, là, on est en contact avec,
Mais nous attendons la remise reprise avec les team leaders de l'ancienne équipe pour qu'on puisse maintenant savoir comment contacter le directeur national du PEV. Par rapport aux réunions de notre pays, oui, je a continué à tenir les réunions de notre pays. La dernière réunion, c'était ce samedi 31. On a eu une réunion où on était à peu près 18 participants. C'était la dernière réunion. Et puis la troisième question, il y avait un moment là où vous nous aviez communiqué les noms de ceux-là qui ont eu à répondre au questionnaire par rapport à l'accélérateur d'impact. Alors, il y en avait qui étaient dans la salle. On leur avait aidé à comment répondre aux questionnaires et les envoyer. Et j'ai vu les noms sur la liste de ceux-là que vous aviez mentionnés comme avoir obtenu leur certificat. C'est ça. La prochaine réunion, nos réunions se tiennent chaque samedi, 17h, heure de Kinshasa, et 18h, heure de Lubumbashi. En tout cas, chaque samedi, nous tenons notre réunion. Malgré l'effectif est encore faible, c'est pourquoi j'ai eu à lancer même le lien dans le grand groupe. C'est pour que les gens puissent nous rejoindre dans le groupe pays afin qu'on puisse commencer maintenant à partager ensemble. C'était ça la raison du partage de liens dans le grand groupe. Oui. Au début, on était moins. Maintenant, nous sommes dans de 180, mais les gens ne font que venir à compte-gouttes. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il est tel là, puisque lui aussi, il est nouveau. Peut-être il pourra compléter sur ce que je venais de dire. Merci. D'accord, merci beaucoup Hortense Makonga. Félicitations donc d'avoir été désigné par vos pairs en tant que point focal Covid-19. Effectivement, s'il y a un autre team leader pour la RDC, si en plus il y a eu donc une passation, une transition des responsabilités, cette prise de responsabilité, c'est d'autant plus louable et remarquable. Et préparez-vous parce que là, je montrais donc l'annonce pour l'exercice 2, donc pour l'hésitation face à la vaccination. Préparez-vous à un afflux de nouveaux arrivants. De nouveau, les participants qui ont postulé pour rejoindre le réseau Covid-19 ont été nombreux de la RDC. Et donc, j'espère que le groupe, l'équipe nationale, sera en mesure de les accueillir chaleureusement et de les intégrer, donc qu'ils contribuent leur force vive à l'évolution donc du réseau scolaire et puis surtout sur cet exercice, qu'ils arrivent jusqu'au bout de cet exercice sur l'hésitation face au vaccin. Alors, je vois d'autres, il y a Franck Monga et Casimir Kouloï, donc on va entendre ces deux autres contributions. Franck Monga, c'est à vous. Ok, bonjour à tous, bonjour Dr Reda. Je voulais juste compléter Madame Hortense. C'est une nouvelle équipe. Lors de la réunion passée, on avait pris une décision qu'il fallait mettre des sous-groupes pour intégrer un membre de chaque province dans l'équipe de coordination. Vu l'étendue de notre pays, c'est un pays continent, alors que chaque province connaît quelqu'un qui va faire les relais de notre comité. Et cette personne-là va nous aider aussi à mobiliser les scolaires pour qu'à chaque réunion, on ait beaucoup de scolaires pour le partage d'expérience et aussi comment accompagner les nouveaux scolaires pour la réalisation de leurs projets. C'est tout ce que je pouvais compléter, mais nous sommes plus que déterminés à aller de l'avant et travailler pour l'intérêt de la population. Merci. Merci beaucoup, Franck. Alors, on va passer, sauf s'il y a d'autres team leaders. Donc, si vous avez donc participé à la rampe de lancement et vous souhaitez donc nous dire quelle suite, vous avez participé pendant 4 semaines, vous avez eu ce travail intensif donc de collaboration, de réflexion. Quelle est votre prochaine action? Qu'est-ce que vous allez faire dans les 7 jours? Qu'est-ce que vous allez faire dans les 30 jours? Eh bien, maintenant, les 30 jours sont échus. Gavli Dongoa, allez-y. Oui, bonsoir docteur Reda, bonsoir à tous les participants. Je suis team leader pour la région du Nord au Cameroun.
justement pour les activités, nous sommes régulièrement à faire la réunion au niveau du pays parce que tous les 2 dimanches du mois, nous faisons la réunion avec le team national. Et je crois qu'à partir de cette réunion, nous présentons également la progression de nos activités, les expériences que nous avons, les succès stories, comme on le dit souvent, c'est-à-dire le succès que nous avons eu dans nos activités, afin d'édifier aussi certaines à pouvoir le faire. Donc pour cela, nous tenons l'équipe du Nord, qui a dit une partie de la région du Cameroun, que je suis le team leader. Et pour la suite, nous sommes vraiment fiers aussi d'accompagnement que le niveau national nous donne. Je crois que nous sommes prêts parce que tout à l'heure, j'ai vu la liste de ceux qui ont eu à progresser, à être certifiés. Et nous avons beaucoup d'éléments que nous avons eu à faire sur les 23 qui ont été certifiés au pays. Donc vraiment, c'est cette expérience que j'ai voulu partager avec vous. Je crois que nous allons continuer également davantage à travailler pour la vaccination dans notre pays. Quant à ce qui est à la rencontre, nous sommes régulièrement avec nos responsables du PEV. Nous intégrons même d'ailleurs les activités que nous menons avec les responsables du PEV ici, à savoir le cordeau. Également, c'est transmis au niveau national, comme cela a été fait. Donc, merci déjà pour cette intervention et à tout à l'heure. Ok, merci à vous. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expériences à partager, mais ce n'est que la première moitié de l'Assemblée générale. Vous le savez, donc ce qui nous attend, c'est l'exercice 2, initialement prévu à partir de novembre, mais en fait, on va terminer donc juste au milieu du mois, donc du 9 novembre au 19 décembre. Vous avez vu ce logo, puisque je tiens à remercier donc tous les scolaires qui ont diffusé massivement cette annonce. Il y a donc 2104 candidats qui ont été admis à l'exercice 2, 1056 anglophones et 1048 francophones. Donc vous voyez de nouveau, il y a un nombre très très important de participants, bien sûr de tous les pays. Tous les pays francophones sont représentés évidemment. Très très important alors à noter dès maintenant. Vous voyez ici donc le calendrier de l'exercice. Vous voyez donc la semaine d'intégration du 9 au 13 novembre. La semaine d'orientation, là c'est la semaine du 16. Donc vous voyez, ces 2 semaines-là vont être surtout pour les personnes qui rejoignent le dispositif. Pour les francophones, il y a environ 800 personnes qui n'ont jamais fait de cours scolaires auparavant. Donc vous voyez qu'ils sont en nombre très très important et je vais revenir là-dessus parce que je pense que les personnes qui sont ici dans la salle, qui ont démontré leur persistance, leur diligence, leur conviction, leur engagement au sein du réseau scolaire peuvent apporter un soutien, peuvent accompagner toutes ces personnes qui vont venir. Pourquoi ? Je ne pense pas que majoritairement elles connaissaient la Fondation Apprendre Genève ou même le réseau scolaire, mais surtout parce qu'elles sont confrontées à ce problème, ce fléau de l'hésitation face au vaccin. Et c'est cela que nous allons prendre à bras le corps. Alors, voici ce qu'on avait annoncé. De nouveau, je modifie donc les dates. Donc, on a rouvert le réseau scolaire, vous le savez, et donc en diffusant cette annonce, donc une annonce complètement nouvelle de celle qu'on avait utilisée au mois de juillet pour le réseau. Donc, où il s'agissait, si vous étiez déjà membre du réseau, vous cliquez ici et vous recevez en fait un courriel tout simple qui vous dit est-ce que vous voulez participer. Il n'y avait pas de dossier à remplir. On vise vraiment la simplification administrative. On ne veut pas que le réseau scolaire devienne une bureaucratie. Et donc l'hésitation face à la vaccination, voici donc ce qu'on avait proposé. Et vous voyez massivement, il y a un nombre très très important de personnes qui ont rejoint l'exercice. Ces personnes ne sont pas encore dans l'Assemblée générale. Ça, c'était volontaire. On voulait d'abord faire le point avec vous, reconnaître et rendre honneur à ceux et celles qui ont terminé donc la rampe de lancement tout particulièrement. Mais n'ayez crainte, si vous n'avez pas réussi la rampe de lancement, vous restez membre à part entière du réseau Covid-19 et vous êtes toujours donc les bienvenus à poursuivre votre engagement. La pandémie, malheureusement, n'est loin encore d'être vaincue. Donc voici la prochaine série de questions. Je vois qu'il y a... Alors je vais retirer Lassane Ouedraogo parce que malheureusement,
son micro ne fonctionne pas. Et donc, on vous avait déjà posé ces questions au mois d'octobre. Et voici un petit peu le sens dans cet exercice 2. On va vous demander donc de développer une étude de cas. Et une étude de cas, non pas pour faire le constat que l'hésitation face au vaccin existe, ça chacun sait, et il y a une floraison d'études à ce sujet pour le confirmer, mais au contraire, au moins une situation où vous avez quelqu'un en face de vous, un individu ou un groupe, quel qu'il soit, et vous avez réussi à leur faire changer d'avis. Peut-être pas totalement, mais au moins partiellement, qu'ils se remettent en question par rapport à leurs présupposés, par rapport aux rumeurs, par rapport à l'information qu'ils avaient peut-être reçue. Donc, je vais demander donc l'appel aux volontaires. Si vous souhaitez donc partager une telle situation, vous étiez un certain nombre à l'avoir déjà fait, et vous êtes nombreux à avoir travaillé sur l'hésitation face au vaccin, donc dans le cadre de l'exercice 1. Mais là, vraiment, souvenez-vous, retrouvez dans votre mémoire une situation. Voilà, on va aller vers Tima Diabaté. Tima Diabaté, j'espère que la connexion va être avec vous, qu'on puisse vous entendre. Alors, ça sera Kofi Nicolas Oka. Allez-y, on vous écoute et soyez bienvenus. Voilà, bonsoir Reda, bonsoir à tous. Et moi, c'est Kofi Nicolas Oka. Je suis coordonnateur des activités communautaires et chargé de communication au district sanitaire d'Alépé en Côte d'Ivoire. La situation, c'est quelques mois ou jours après les premiers cas de Covid que tout le département était sur son qui-vive et qui refusait la vaccination. Et nous avons tenu des réunions où il était question de pouvoir rencontrer les parties prenantes, c'est-à-dire que les agents de vaccination sur site et également les leaders communautaires et la population tout entière. La stratégie adoptée était des rencontres sur les places publiques ou chez les leaders communautaires où il fallait d'abord les écouter pour voir est-ce que les rumeurs qui courent étaient fondées, est-ce que réellement les raisons de ce refus de se faire vacciner étaient fondées. Alors, on a rencontré plus de 7 sites et tous les leaders communautaires ont eu à dire qu'ils avaient peur parce que une information relative à un éventuel vaccin sur la COVID qui pourrait être nocif pour la population serait dans les districts. Alors, quand nous avons écouté, nous n'avons pas jugé, mais seulement en tant que chargé de communication, nous avons rassuré les communautés. Nous avons vraiment remercié toutes ces personnes qui ont pris la parole, loin de nous de les juger, de les blâmer. Et ils ont été tout à fait étonnés de nos réactions parce qu'on a accepté de les écouter, on a accepté de partir jusqu'à dans les endroits les plus reculés. Et ils ont vraiment dit sur place qu'ils vont rencontrer la population pour reprendre les choses parce que ce qui circulait dans le village était les rumeurs. Et nous avons continué nos marches ou disons nos campagnes jusqu'à ce qu'on finisse quelque temps après. Ces mêmes leaders, après suivi, nous ont appelés pour nous remercier. Et aujourd'hui où je vous parle, pour être bref, les agents de vaccination nous remercient parce que c'est les leaders communautaires qui désormais prennent les carnets des enfants et le taux de couverture dans certaines zones de mon département sont très en hausse. Donc voilà un peu cette stratégie que nous avons adoptée pour gérer les rumeurs sur les vaccins éventuellement qui n'étaient pas encore existés dans notre département. Je vous remercie. Merci Kofi Nicolas Oka pour ce témoignage. Alors, vous venez de décrire, de raconter une étude de cas. Ce qu'on va vous demander dans le cadre de l'exercice 2, c'est de coucher ça sur papier et d'apporter des précisions. Donc, par exemple, moi, vous voyez la question 5, soyez précis, quels mots avez-vous utilisé pour convaincre vos interlocuteurs? Donc, je ne suis pas très clair sur qui étaient les parties prenantes, mais c'est peut-être moins important. Quand vous avez un leader communautaire en face de vous, de qui s'agit-il? Est-ce que vous pouvez vraiment, comme si c'était un jeu de rôle,
convainquez-moi, voilà, je suis à convaincre que dans votre centre, dans les centres de vaccination du district, on n'est pas en train d'administrer un candidat vaccin dangereux pour les enfants, contrairement à toutes les informations que j'ai reçues par WhatsApp et d'autres sources, où on m'assure qu'il y a danger pour nos enfants à cause de ce candidat vaccin où on veut utiliser nos enfants comme cobayes. Qu'est-ce que vous me dites? Quels sont les mots que vous utilisez pour convaincre face à ces présupposés? Oui, effectivement, c'est ce qui s'était dit. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que d'abord, nous sommes partis sur les bienfaits de la vaccination. Nous avons montré les maladies qui ont été déjà éliminés grâce à la vaccination, les coqueluches et d'autres maladies. Donc, devant eux, nous avons fait un état des lieux du fait que les vaccins qui existaient jusque-là étaient des vaccins qui étaient de qualité et qui pouvaient aider nos enfants, tels que les vaccins qui aujourd'hui ont aidé la communauté à pouvoir vraiment bouter hors presque la poliomyélite. Et quand on a fait cet état des lieux, et nous avons réellement amené la communauté à savoir, à prendre conscience que si nous sommes sur les présuppositions et que les rumeurs gagnent du terrain, toutes les années d'efforts que nous avons eus vont rester vaines. Et du coup, on a posé la problématique de savoir est-ce que ce qui n'est pas fondé, ce qui n'est pas encore sûr, voulez-vous vous accrocher à cela, à ce que les efforts qui ont été faits depuis des décennies soient vains? C'est eux-mêmes qui ont pris la parole pour dire non. Donc, c'est suite à ça qu'ils ont accepté de reprendre les habitudes sur la vaccination. Donc voilà de façon concrète d'où était le point culminant de nos échanges. Merci. Merci Kofi Nicolas Oka. Et donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez avoir 2 semaines complètes, plus la semaine d'orientation, plus la semaine d'intégration, pour réfléchir, travailler, discuter avec le docteur François Gass et Charlotte Mbou. Donc, vont proposer des séances pour venir discuter et préparer votre travail pour bien décrire l'étude de cas. J'aimerais d'ailleurs me tourner vers François Gass par rapport à votre témoignage. François, quelles seraient les questions, les précisions que tu souhaiterais avoir pour que l'étude de cas soit complète et potentiellement utile et pertinente en termes de partage d'expérience, pour que quelqu'un d'autre qui est confronté au même problème ailleurs puisse bien comprendre la situation et se nourrir de cette expérience pour agir. François. Excellente question. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses à cette question. Je pense que j'ai bien aimé la description de Kofi sur le problème qu'il a résolu face à ce problème de résistance de la population face à des rumeurs. Et j'ai bien aimé beaucoup le phénomène, quoi. Je crois qu'il y a une leçon qui vient de sortir de là, c'est qu'il faut savoir écouter la communauté et pas présumer de ce que la communauté pense. Et je pense, moi j'ai une leçon, c'est je crois qu'on n'écoute jamais assez la personne qu'on veut convaincre, et d'écouter dans les détails, de clarifier ses raisons et avant de proposer des solutions. Et je pense que là, il a montré une approche qui, rien que cette approche, peut porter énormément de choses positives quand on écoute l'autre et qu'on montre qu'on l'écoute et que ce n'est pas simplement pour faire parce qu'il faut faire. Donc, je trouve que c'était très bien son expérience. Je pense que de commencer par des choses que les personnes vivent sont importantes, le bénéfice de la vaccination, avant de rentrer dans le domaine, mais surtout de convaincre que c'est un faux problème, ce qu'ils ont écouté, parce que la question que j'aurais eu à poser, c'est comment il a pu convaincre que c'était des rumeurs? Quels étaient les éléments qui lui permettaient de convaincre les auditeurs que ce qu'ils avaient écouté, c'était des faux faits, c'était des fake news, comme on dit. Comment il a fait pour essayer de banaliser ou de dire « arrêtez d'écouter ». La deuxième peut-être chose qui me paraissait importante, c'est dans l'acceptation, ma manière, je vois, il y a 2 choses. Quand on a la vaccine hésitation, comme ça a été mentionné, soit on refuse, soit on dit « non, pour l'instant, je ne me vaccine pas ».
Mais après, l'étape suivante, c'est l'acceptation. Mais l'acceptation, pour moi, est toujours passive. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers la vaccination. On a accepté, mais on ne bouge pas. Si on vous l'offre, peut-être on prend, mais on ne bouge pas. Et ça, on rejoint un peu la demande pour la vaccination. Maintenant, j'aimerais bien dans les commentaires de voir comment la demande a surgi après cette expérience. Les mamans sont allées à la vaccination ou elles ont attendu qu'on vienne leur apporter la vaccination. Donc ça, c'est des éléments qui me paraissent importants dans l'étude de cas, de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé après. On a entendu, les leaders donc ont décidé de convaincre leur communauté eux-mêmes. Maintenant, est-ce que les communautés ont été convaincues et quels étaient les éléments qui ont permis à la communauté, dit par les leaders? J'aurais aimé savoir quelle était la stratégie que ces leaders ont utilisée pour communiquer avec leur communauté et avoir une acceptation. Mais autrement, je trouve que son exposé était très clair. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qu'il a fait. Première, c'est écouter les leaders ou les communautés et essayer de répondre donc à leurs préoccupations et d'utiliser donc des arguments. J'ai l'impression que les autorités sanitaires sont quand même, on a l'impression qu'il y a une confiance dans les autorités sanitaires du département. Et quand on écoute Kofi, on voit qu'il est quelqu'un qui doit être quelqu'un de très respecté à cause de son écoute et à cause de la manière dont il fait son travail, de tous les résultats qu'il a dans son département et qu'il pouvait démontrer. Donc, il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de transparence qui me paraissent très importants et qu'il a présenté à ses leaders qui ont été convaincus. Donc, merci, mais merci à Kofi pour avoir partagé déjà cette idée. On a besoin de savoir encore plus. C'est tellement intéressant qu'on voudrait comprendre encore mieux ce qui s'est passé. Merci. Merci, François. Alors, je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. David Kofi. Je dis merci à mon homonyme Kofi. Je crois que ça doit être un spécialiste de la communication parce que il a utilisé une stratégie qui n'est pas courante. Face à un problème, face à une rumeur, et il a compris qu'une rumeur, ça ne se combat pas. On ne combat pas une rumeur, on la dissipe. C'est deux choses très différentes. Si vous voulez vous attaquer à une rumeur, vous perdez votre temps. Donc, si vous voyez dans le discours qu'il a émis, il n'a jamais dit, il n'a pas mentionné que c'est de fausses rumeurs, c'est pas ceci. Il a simplement mis l'accent sur le gain qui était déjà là et qu'on risquait de perdre. La question est de savoir, est-ce que vous voulez continuer à vacciner vos enfants et les protéger ou bien juste à cause de ceci, vous voulez arrêter de les vacciner? Donc, devant cette question, les leaders communautaires étaient, je dirais, entre guillemets, un peu coincés. Ils ne pouvaient pas dire « nous arrêtons tout », quelque chose qui marche très bien, qui a toujours protégé vos enfants, et puis subitement, vous décidez de tout arrêter. Vous allez perdre beaucoup. Donc, c'est cette façon d'aborder le problème sans essayer de mettre l'accent sur la rumeur elle-même, mais de mettre l'accent sur ce qu'on perd à vouloir suivre la rumeur. Et ça, c'est vraiment je dirais, d'une très grande intelligence. Et je voudrais ajouter qu'au fond, faisons un peu attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a le vaccin Covid qui arrive sur le marché. Et donc, dans beaucoup de pays, l'OMS et beaucoup d'organisations sont en train de mettre en place des stratégies d'introduction de ce vaccin Covid. Mais si vous avez pris tout le temps pour dire aux mamans, aux leaders communautaires que c'est faux, que ce vaccin n'existe pas, alors le jour où le ministère va vouloir introduire ce vaccin, on va vous envoyer vous-même devant cette même communauté qui va vous dire, mais monsieur, hier vous avez dit que ce vaccin n'existe pas. Et aujourd'hui, vous nous dites que ce vaccin existe, qu'on doit l'accepter. Donc, faisons attention. On peut vouloir gagner quelque chose, mais si on ne se situe pas dans la perspective du long terme, on peut être en train de s'aimer quelque chose qui va nous coincer nous-mêmes plus tard. Donc, n'oublions pas qu'il y a un vaccin qui est contre Covid qui arrive et que d'ici quelques mois, les pays vont faire l'effort de l'introduire dans leur système de vaccination. Donc, c'est je dirais, cet élément de prudence que je voudrais que chacun puisse introduire
dans son travail et dans ce qu'il va faire avec la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Kofi. Donc, et justement, dans la semaine du 7 au 11 décembre. Donc là, vous savez, depuis le mois de juillet, on a travaillé sur le maintien des services de vaccination. Et à ce moment-là, il y avait un message très clair. Il n'y a pas encore de vaccin contre le coronavirus dont l'efficacité et la sécurité ont été démontrées et font consensus. Maintenant, sur les scénarios pour le déploiement futur d'un vaccin, eh bien, dans la 3e semaine de l'exercice, ceux qui répondent encore à l'appel, on aura fait le tri d'ici là, donc par rapport aux nouveaux venus. Eh bien, on va faire de l'exploration de scénarios. On ne connaît pas encore toutes les caractéristiques de ce vaccin ou de ces vaccins. Et donc, ce sera des scénarios, mais pour vraiment faire de l'exploration. Et du coup, toutes les personnes qui restent, qui s'accrochent dans cet exercice 2, prendront une longueur d'avance et deviendront potentiellement des personnes référentes dans leur pays par rapport au scénario possible pour le déploiement futur d'un vaccin contre la Covid-19. Donc voilà pour l'annonce et la préparation de cet 2e exercice. Le 9 novembre, donc, un afflux de nouvelles personnes qui vont arriver sur le réseau Covid-19. Et du coup, c'est là où j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux. Vous savez, donc en 2018, 2019 et jusqu'à 2020, il y avait il y a eu probablement près de 1000 scolaires qui ont décidé de servir leurs prochains en tant qu'accompagnateurs. Le mot accompagnateur vient de ce latin « rompre le pain ensemble ». Et l'idée, en tout cas le vocabulaire pour l'accompagnement nous vient du chercheur et de l'anthropologue et du médecin américain Paul Farmer, qui travaillant dans un contexte du village de Kangé en Haïti, avait conclu que l'accompagnement, c'est s'en tenir à une tâche jusqu'à ce qu'elle soit jugée terminée, non pas par l'accompagnateur, mais bien par la personne accompagnée. Et pour ceux d'entre vous qui participent donc à la communauté scolaire depuis 2017, 2018, 2019, peu importe, même si vous êtes un nouveau venu, vous avez ressenti à travers les cafés à distance, à travers ce lien qui se tisse entre les scolaires, qui est un lien humain où on défie la distance. On fait fi du fait de ne pas être côte à côte, les yeux dans les yeux, genou contre genou. Ça nous manque, mais c'est comme ça, d'autant plus depuis les mesures de confinement. Et donc, la question que j'aimerais poser aux 175 personnes scolaires qui sont présentes dans cette salle, voici, en fait, il y a 3, 6, 7 questions. Est-ce que vous êtes prêts à aider les autres, donc à utiliser, à rentrer dans la communauté scolaire? Est-ce que vous êtes prêts à soutenir un autre apprenant? Est-ce que vous êtes prêts aussi à fixer des limites claires pour votre soutien? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire ou pas pour accompagner, pour soutenir, pour épauler? Est-ce que vous êtes prêts aussi à rendre compte de vos activités? Parce que si vous n'en rendez pas compte, c'est comme si rien n'a été fait, même si vous faites un travail miraculeux et vous aidez des dizaines ou des centaines de scolaires. Est-ce que vous êtes prêts à développer vos compétences en mentorat et tutorat, à développer vos compétences de scolaire tout simplement, et surtout de participer en tant qu'apprenant exemplaire au cours ou dans ce cadre à l'exercice, puisqu'on distingue le cours de l'exercice. Je vois donc, je vais vous demander, tiens, François, Wangroa, Hortense, Jules, Tima, Franck, Annick, nous sommes entre amis, il y a une vraie camaraderie qui s'est nouée au fil des ans, maintenant on peut le dire. Et je vous demande d'inscrire oui si vous êtes prêts à relever donc ce défi de l'accompagnement. Comme on l'a dit, il y a plus de 2000 personnes qui vont rejoindre le réseau scolaire Covid-19 et on ne va pas les laisser seuls. Maintenant, c'est de nouveau un engagement. Et on comprend tout à fait, ne vous sentez pas obligé de suivre le mouvement. C'est vraiment, on comprend quelqu'un qui dit « Moi, je suis déjà débordé, je suis désolé, mais j'aimerais bien, mais j'ai simplement pas le temps, c'est juste pas possible. » Soyez clair avec vous-même si vous n'êtes pas en mesure d'apporter ce soutien à d'autres personnes, parce que ce sera un peu plus qu'un café à distance où on se rencontre pendant 15 minutes et on discute un peu. Donc ça sera évidemment tout cela, tout ce que vous voyez ici. Et voici ce que les scolaires peuvent attendre de vous, c'est
un encouragement, une écoute, un guide, un conseiller sur des domaines spécifiques. C'est les aider à mieux apprécier leurs forces et leurs faiblesses. Vous pouvez vous retrouver à travailler avec quelqu'un qui est d'un autre pays, qui est d'un autre niveau du système de santé, qui a une expérience peut-être plus chevronnée, peut-être beaucoup moins chevronnée que vous-même. Et donc, du coup, on va vous demander de réfléchir à cela. On sait il n'y a aucun jugement si vous n'êtes pas en mesure de vous engager. Eh bien, on le comprend tout à fait. Vous savez qu'Alain Blaise Tatsinku, c'est un peu accompagnateur number one, qui accompagne maintenant depuis des années, des centaines, je dirais même des milliers. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait atteint les milliers. Il fait un travail remarquable. Tout le monde ne pourra pas. Il n'y a qu'un seul Alain Blaise Tatsinku. Mais chacun peut donner un petit peu et faire là aussi un petit peu pour accompagner son prochain. Vous voyez aussi, on va vous transmettre les diapositives, que vous puissiez relire ça à tête reposée. Il nous reste tout juste 6 minutes, donc plutôt que de vous lire les diapositives, ce qui serait vraiment sans intérêt. Donc j'aimerais souligner le rôle donc, lors de la semaine d'intégration, donc la semaine du 9 novembre. Vous savez, les gens, quand ils arrivent, surtout si c'est la première fois qu'ils travaillent en ligne comme ça, surtout s'ils ont des difficultés de connexion, d'emploi du temps, tout ça, ils sont perdus. Il suffit que on peut leur envoyer les informations pour leur dire, oui, vous n'avez qu'à regarder les tutos, mais ils ne regardent pas les tutos. On leur envoie un truc étape par étape et on leur dit voilà, c'est 1, 2, 3, 4, il suffit de suivre ça et ils n'y arrivent toujours pas. Et par contre, 10 minutes en ligne sur WhatsApp avec quelqu'un et le problème est réglé. Donc je vois beaucoup de oui dans la fenêtre du chat, donc forcément, c'est l'occasion d'applaudir cet engagement et je dirais cette constance dans cet engagement. Ça, c'est pour la semaine d'intégration. Après la semaine d'orientation, vous voyez, il y a aussi un très grand rôle à jouer, puisque c'est là où vraiment le scolaire doit trouver ses marques, se préparer pour l'exercice. Et là, on est sur l'étude de cas. Donc, c'est vraiment à la portée de tous, c'est-à-dire il suffit d'avoir cette situation où on a pu faire une différence, même si ce n'est que partiellement. Et je sais que vous êtes nombreux à être ou avoir été accompagnateurs dans cette salle. Donc, je vais baisser toutes les mains et puis je vais vous demander donc si vous avez été accompagnateur et vous en avez gardé le souvenir, eh bien, je vais vous demander donc de prendre la parole en levant la main, qu'on puisse ouvrir votre micro. Il nous reste que quelques minutes, donc cela devrait être court, mais il me semble important. Les accompagnateurs ont tout changé, nous ont permis de passer de petits groupes de 100 à 400, à 3000 avec Teach to Reach, à 4600 avec le réseau Covid-19. Tout cela s'est fait grâce à l'engagement de chacun au sein du réseau. Donc, non pas seulement un engagement pour soi, mais un engagement avec et pour les autres. Donc, d'accord, Tima Diabaté est sur téléphone. Donc n'hésitez pas si vous avez été accompagnateur, je vous reconnais, on reconnaît les noms dans la salle. Eh bien, on va se tourner vers accompagnateur number one, Alain Blaise Tatsinku. C'est à toi de nous expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire d'accompagnement. La plupart dans cette salle le savent, mais on va devoir l'expliquer la semaine prochaine. Voilà, merci Reda et bonsoir encore, bon après-midi à tout le monde. Accompagnateur, dans la communauté scolaire, c'est simplement apprendre à servir l'autre pour mieux apprendre soi-même. En fait, l'accompagnement, c'est un concept qui change vraiment tout, qu'on a besoin en tant que professionnel de la vaccination, où on ne peut pas faire soi-même et où on doit apprendre à compter avec l'appui de l'autre. Alors, je vais me résumer en disant, on rompt le pain ensemble, c'est vraiment le pain. Quand on rompt un pain, les deux parties mangent une moitié de ce pain. Accompagner, c'est apprendre de l'accompagner. C'est vraiment une relation, dans le sens clair même du terme, où chaque partie gagne. Il y a un intérêt commun qui va naître entre deux personnes qui ne sont pas forcément du même pays, ni encore moins du même continent, mais qui, par la force des choses, vont comprendre que leur collaboration à deux va grandir leur soif d'apprendre, leur désir d'apprendre, leur désir de faire un peu plus. Et ce sera une motivation continuelle. C'est vrai au début il y a un accompagné au départ, c'est vrai, c'est souvent l'outil digital, mais tenez-vous tranquille, au fur et à mesure que cet accompagnement se développe, c'est né une vraie relation et cette relation, elle compte pourquoi? Parce que
vous êtes en relation avec une passion, autour d'une même passion, et ça crée vraiment comme une famille. Et merci Reda de préciser qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus de 1000 scolaires avec qui je parle au quotidien, de tout et de rien, quel que soit ce qui leur arrive, tout simplement parce qu'à un certain moment, on s'est mis ensemble pour relever un défi. Et moi, mon rêve, c'est toujours de voir la communauté de vaccination par le monde, que ce soit francophone ou anglophone, qu'on reste tous soudés derrière une seule chose. Quand est-ce qu'on va vacciner le dernier enfant? Et ça commence par se donner. Il faut se donner soi-même. Il ne faut pas attendre de l'autre. L'accompagner, c'est celui qui sait donner, faire le pas de plus pour montrer à l'autre comment on fait ce pas de plus pour gagner. Et c'est ça qui va faire que vous allez voir dans la communauté scolaire, c'est un endroit où on se sent en sécurité, apprendre, échanger, partager. Voilà un peu Reda ce que je veux dire. Mais déjà, les 189 ici ont un avantage. Ils sont les cofondateurs. Ils ont appris à fonder quelque chose. Et je crois que accueillir les nouveaux scolaires, voilà un peu ce que je pouvais dire. Et au passage, on salue tous ceux qui ont déjà eu accompagné. Vous allez voir, c'est vraiment un régal. On apprend tout en restant fan. C'est magnifique. Voilà. Merci Alain. Donc vous allez recevoir d'autres informations si vous souhaitez vous engager en tant qu'accompagnateur pour l'exercice 2. Vous voyez ici donc le calendrier de l'exercice. Donc là, on tient à être parfaitement clair. Cette semaine, vous allez recevoir les certificats donc pour votre participation à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Ce n'est pas, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit parmi les scolaires les plus engagés qui se soient engagés pour avoir un certificat. Néanmoins, chose promise, chose due, on tient à reconnaître cet engagement. Et la suite, c'est lundi avec donc plus de 2000 nouveaux scolaires qui vont nous rejoindre et on est ravis, honorés de pouvoir compter sur vous. Je suis content de voir le message de Marie-Thérèse Charlène Ambassa qui dit « Merci, Dr Alain, pour le coaching exceptionnel. » Je sais sur les 174 qui restent dans la salle, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire cela. Et je tiens, tiens, on va terminer avec une tournée d'applaudissements, cette fois-ci pour notre accompagnateur number one, pour le Dr Alain Blaise Tatsinku. Et je vous donne rendez-vous donc lundi. C'est parti. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous. On vous souhaite un bon retour dans vos travaux quotidiens et on espère que ces séances, ces assemblées générales nourrissent votre volonté, certainement nourrissent la nôtre et qu'on est, comme le dit Alain, ensemble pour poursuivre face à cette pandémie, pour maintenir la vaccination et se préparer pour probablement un des enjeux les plus gigantesque qui a affronté la santé publique avec la mise à disposition du vaccin une fois qu'il aura eu son efficacité, sa sécurité confirmée et qui sera mise à disposition. À bientôt donc.